Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, le deuxième épisode de l'année 2024 de The Cocoon Podcast. Je suis Julie pour les personnes qui débarquent et je suis coach en développement personnel, coach de vie, un peu ça comme vous voulez, mais officiellement l'URSSAF c'est coach de vie, voilà. C'est vrai que je suis plus centrée sur le développement perso et toutes les facettes de nos vies. Donc on va plonger, plein dans 4-12, ça va bien se passer, on va... Je me saoule. Ouais, 18h, j'arrive en fin de journée, ça commence à tirer. On va plonger aujourd'hui dans un sujet qui, pour moi, est de plus en plus pertinent vu la société dans laquelle nous vivons et vu les modes de vie des uns des autres depuis notamment le Covid, c'est le télétravail. Et plus précisément, le travail à la maison. Donc, c'est-à-dire que vous soyez freelance, entrepreneur comme moi par exemple, en télétravail parce que, on vous a mis des jours de télétravail parce que, pour X, Y raison. Mais voilà, en tout cas, avec la montée en puissance du télétravail à distance, en étant à la maison, du travail à distance, donc du télétravail, comment est-ce que les femmes elles peuvent trouver un équilibre entre la productivité et leur bien-être? C'est ce que je voulais explorer aujourd'hui avec vous, pour vous apprendre et vous guider un petit peu à gérer efficacement votre espace de travail à domicile, tout en prenant soin de votre santé mentale et physique. Donc installez-vous bien, ça va être un épisode un peu plus long, même si je parle vite, certes, que d'habitude. Donc prenez une petite boisson, un petit truc à manger, un fruit ou je sais pas quoi. Mettez-vous bien et c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de 3 enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission ? C'est de vous guider dans la transformation de votre soi intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces, de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Donc déjà, on va parler un petit peu des défis du télétravail pour les femmes en particulier. En fait, le télétravail, ça offre, on va pas se mentir, on va pas se le cacher, quand même une flexibilité et une autonomie qui est quand même plutôt sympa. Mais à côté de ça, comme dans tous les aspects de nos vies, il y a toujours du bien et du moins bien. Ça représente aussi des défis qui sont particuliers, surtout pour nous les femmes. Donc on va aborder les questions d'équilibre travail-vie perso, la gestion des distractions aussi à domicile, parce que voilà pourquoi je précise que c'est surtout pour nous les femmes que c'est un peu plus compliqué de faire du télétravail, parce que très honnêtement, on va pas il faut éviter de se mettre des œillères. Encore aujourd'hui, malheureusement en 2024, c'est un fait, c'est encore les femmes qui ont la charge mentale de la gestion de tout ce qui touche au domaine domestique, donc c'est-à-dire les enfants, tout ce qui est lié à la maison, donc les tâches ménagères, l'administratif, etc., etc. Ça, c'est encore nous qui gérons ça. Pour la plupart d'entre nous, pour qui ce n'est pas le cas, kiffez votre vie, vraiment, kiffez votre vie. C'est malheureusement pas le cas pour toutes. Ni pour la moyenne. Donc c'est vrai que travailler à la maison, il y a quand même des distractions domestiques. On voit le linge qui est là, on se dit, allez, il y a moyen, je vais le plier, je vais le ranger, quoi. Bon, comment est-ce qu'on peut gérer tout ça? C'est ce qu'on va voir aussi là. Et puis la séparation, c'est des espaces de vie et des espaces de travail, ou de l'espace de travail quand on a plus petit. C'est ce qu'on va voir aussi. Et comment est-ce qu'on peut créer des frontières saines, en fait, tout simplement, tout en restant productive et engagée dans notre travail. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Tout d'abord, dans cette première partie qui va être un peu plus longue que le reste de l'épisode, parce que je vais vraiment bien détailler pour que vous ayez vraiment les ressources pour après tout mettre en place. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre des notes, que ce soit de manière électronique ou la bonne vieille méthode de stylo carnet. Mais prenez des notes parce que du coup, si vous êtes comme moi, clairement, vous n'allez pas tout retenir. Donc c'est déjà la création d'un espace de travail efficace. Donc un espace de travail qui est bien organisé, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour être productif de façon optimale. Ok ? Donc
On va discuter de la manière de créer un bureau à domicile qui favorise en fait notre concentration, notre créativité, tout en étant confort et ergonomique. Ok, on pense aussi à sa santé. Donc je vais peut-être me permettre d'évoquer voilà, mes choix, en tout cas en matière de mobilier, des astuces déco, etc., etc. Et vous allez découvrir aussi comment transformer votre espace de travail en un havre, si je puis dire, de productivité. Donc déjà, on va commencer par le choix du mobilier. Okay, la première étape pour moi, c'est de créer un bureau. Pour créer un bureau à domicile, c'est vraiment de choisir le bon mobilier. Okay, tout le monde ne sera pas là avec la même chose, mais globalement, optez quand même pour un bureau de taille adéquate. Évidemment, vous allez faire en fonction de la taille de votre pièce. Okay, si pour être tout serré, c'est même pas la peine. Prenez peut-être quelque chose de plus petit. Mais voilà, en fonction de l'espace que vous avez, prenez quand même un bureau voilà, de la bonne taille, ni trop grand ni trop petit, qui va offrir suffisamment d'espace pour vos équipements, vos documents, etc. Un bureau avec des rangements intégrés, idéalement, ça peut être un excellent choix parce que ça va vous permettre de garder votre espace organisé. Ok. Concernant l'assise, essayez, si vous pouvez, d'investir dans un modèle ergonomique. Donc c'est un peu plus cher, on va se le cacher. Mais comme c'est super important, c'est pas quelque chose que vous allez changer toutes les semaines ou tous les mois ou voilà, même tous les ans. Une bonne chaise de bureau, normalement, elle est ergonomique parce qu'elle soutient votre dos et favorise du coup une bonne posture. Elle est confortable quand même et surtout si vous passez de longues heures dessus, bon, c'est quelque chose normalement qui est de qualité et qui va vous durer quand même plusieurs années. Après, donc ça c'est vraiment très personnel, donc c'est en fonction de vous. Ce qui se fait beaucoup, surtout en entreprise, donc bon, du coup, là, pour le coup, vous avez quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Maintenant, c'est les ballons. Ok, vous savez, les ballons, genre quand on est enceinte et qu'on doit faire la préparation à l'accouchement, etc., on sait, on a les gros ballons. Il y a différentes tailles, mais globalement, ils sont assez gros, sur lesquels on s'assoit, voilà, pour faire bouger le bassin, etc., aider le bébé à descendre, etc. Bon, ça, c'est vachement bien parce que justement, ça nous permet d'être en mouvement. Ok. Et comme le dit notre cher ami Greg du compte Major Mouvement, la seule mauvaise posture, c'est celle où vous bougez pas. Donc, avec l'avantage avec le ballon, c'est que vous êtes toujours en mouvement. Donc ça vous évite d'avoir mal à la nuque, d'avoir mal au dos, etc., etc. Moi, pour le coup, c'est vraiment un truc qui est bien pour moi parce que j'ai des problèmes de dos. Je suis pas censée rester immobile trop longtemps et voilà, moi, j'ai pas mal de contraintes, mais voilà, ça c'est pas mal parce que c'est vrai que du coup, mon bassin bouge, ma colonne bouge et ça c'est vraiment bien. Ensuite, l'ergonomie. L'ergonomie, c'est quelque chose qui est hyper important pour éviter la fatigue et les douleurs. Ok, donc déjà, assurez-vous que votre enfant, je ne sais pas pourquoi j'avais parlé d'enfant, ça n'a aucun rapport, ça va bien se passer, que votre écran d'ordinateur soit à la hauteur de vos yeux. Ça paraît évident, hein, mais je peux vous assurer que si vous regardez les 3 quarts des gens, comment ils bossent, les 3 quarts des gens n'ont pas de bureau et de façon, disposés de façon ergonomique. Donc, globalement, quand vous êtes sur des grands écrans type iMac, je sais pas comment, voilà, les autres marques je connais moins bien, mais des grands écrans avec UC, etc. Bon, globalement là, ça va encore. Mais souvent, quand on est sur un ordinateur portable, ce qui est par exemple mon cas, on aurait tendance à le poser directement sur le bureau tel que, et du coup, le problème, c'est que comme c'est pas à la hauteur de nos yeux, on a le réflexe de pencher la tête vers le bas, ce qui peut du coup nous créer des douleurs au cou et notamment à la nuque. Donc, n'hésitez pas à utiliser un petit support pour ordinateur portable. Il y en a des vraiment pas chers. Je donnerai pas le nom de site ou de voilà. Vous avez capté. Vous cherchez, googlez votre ami. Mais voilà, il y en a vraiment des pas chers pour 10-15 balles, soit les 20, tout pété. Vous en avez. Donc ça, c'est vraiment bien. Et en plus, souvent, du coup, ça vous fait une petite case en dessous pour ranger des classeurs, des cahiers, etc. Donc voilà, ça reste pratique. Et ça vous crée un nouvel espace de rangement. Votre clavier et votre souris, idem, ils doivent être aussi à la hauteur où vos bras peuvent se reposer confortablement sur le bureau. Ok. D'ailleurs, ils font maintenant des nouvelles souris. J'ai vu ça. Enfin, maintenant, ça doit peut-être faire un moment, mais moi, comme j'en ai pas, du coup, je suis pas trop un peu à la ramasse à ce niveau-là. Qui sont du coup vraiment prévus pour les personnes qui travaillent vraiment sur l'ordinateur, donc qui restent longtemps assises et à manier du coup la souris pour éviter les soucis de canal carpien, etc. Okay, donc ils sont faits d'une certaine manière où on n'a pas la main complètement retournée, elle est vraiment mise sur le côté et on pianote comme ça en fait. Donc c'est vachement bien.
Dernière chose sur l'ergonomie que je voulais vous dire. Oui, essayez d'envisager aussi un repose-pied, si jamais vos pieds ne touchent pas le sol. Je vous prends un petit exemple que vous connaissez sûrement, ça va peut-être vous parler, je pense. Si vous êtes maman, observez vos enfants quand ils sont sur des chaises où, où leurs pieds ne touchent pas le sol. Là, vous avez l'image normalement. C'est le bordel. C'est-à-dire qu'ils tournent, ils virent, et ça trifouille, et ça machin, et ils n'arrivent pas à tenir en place parce que, en fait, ils sont pas à l'aise. Alors que quand ils ont ne serait-ce qu'un barreau sur la chaise pour mettre leurs pieds, ou encore mieux les chaises, parce que moi je sais que j'ai jamais eu ça, mais parce que j'avais pas de chaises hautes, mais ils font des chaises hautes. Généralement ils sont en bois, ces chaises-là, donc ils sont un peu plus quali. Où en fait la chaise, c'est une chaise haute pour bébé classique, et ensuite elle est évolutive. Et donc là c'est vachement bien parce qu'elle se transforme en chaise pour enfants classique, mais il y a le repose pour les pieds, le repose-pied. Et ça c'est vachement bien. Parce que du coup, forcément, on touche au sol, entre guillemets. Et donc là, c'est exactement la même chose pour vous. Vraiment avoir un repose-pied si vos pieds ne touchent pas le sol. Si vos pieds touchent le sol, il n'y a pas de souci. Sinon, pareil, essayez de trouver ça. Il y a moyen de chiner ça, même dans les brocantes, les machins comme ça. Il y a toujours ce genre de trucs, il y a moyen de trouver. Il n'y a pas forcément besoin de le prendre neuf, quoi. Il y a pas, voilà. Ensuite, nouveau point, c'est la lumière et les couleurs. Ça, souvent, on n'y pense pas. On pense toujours au bureau, la chaise. Globalement, tout ce qui est matériel, on y pense. Par contre, ça, on n'y pense pas. Sauf qu'un bon éclairage, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour réduire la fatigue oculaire. Donc, idéalement, essayez de placer votre bureau près d'une source de lumière naturelle, donc le plus près du soleil, en façon de parler, possible. Donc, en gros, près d'une fenêtre ou d'un Velux, selon comment votre coin bureau est fait. Ajoutez également un éclairage de bureau pour les jours où il fait un peu plus sombre, comme en ce moment. On n'a quand même pas un éclairage au top en hiver, ou même si vous travaillez tard le soir. Bon, là, il faut avoir un éclairage de bureau. Pareil, renseignez-vous dans tous les magasins qui sont type Conforama. C'est Conforama, Castorama, je sais plus, bref. Non, c'est Castorama, je crois. Leroy Merlin, Monsieur Bricolage, etc. Renseignez-vous auprès du personnel qui se trouve dans ce rayon-là, au niveau des différents types d'ampoules. Parce que ça, c'est pareil. Différents types de lumière, chaude, froide, etc. Dites-lui, voilà, c'est pour mon bureau, j'ai besoin de bien voir, mais de ne pas trop me fatiguer visuellement non plus, sur le plan oculaire. Donc, qu'est-ce que je peux prendre ? La personne, normalement, si elle est professionnelle, elle est douée, elle va assez facilement pouvoir vous orienter. Donc ça, c'est très important. Et enfin, pour revenir aux couleurs, choisissez des teintes qui favorisent la concentration et le calme. Ok, vous ne mettez pas du rouge. Vous ne mettez pas du orange, des trucs dégueulasses. Ok ? C'est même pas une question de goût, là, c'est une question de... C'est violent, ça fait mal. Faut pas faire des choses comme ça. Nous, on veut de la douceur. Ok ? Ça peut être du bleu clair, du vert, des teintes très nude, comme ils disent maintenant, c'est-à-dire du beige, du crème, etc. Ok ? Parce que ça favorise, du coup, la concentration et le calme. Ok ? On évite les couleurs trop vives qui peuvent être plutôt distrayantes, voire agressives. Et ça a même tendance à énerver. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne met pas ce genre de couleur dans une chambre, par exemple, puisque c'est la pièce où on est censé aller dormir. Ensuite, petit point, décoration et personnalisation. Votre bureau, je le rappelle, ça doit aussi être un espace où vous vous sentez bien. Il ne faut pas que ce soit une torture pour vous d'aller travailler dans votre bureau. Enfin, déjà, si vous n'aimez pas votre travail, ce que je vous ne souhaite pas, c'est pas toujours évident, mais si en plus, vous n'aimez pas le lieu dans lequel vous travaillez, là, c'est fini pour vous. Vous prenez une corde directement. C'est une blague, faut pas faire ça. Ajoutez des éléments personnels, comme des photos, par exemple, je sais pas, vos enfants, le dernier endroit où vous avez été en vacances, enfin bref, ce que vous voulez. Des choses qui vous inspirent, qui vous rendent heureuse. Ok, ça peut être ça, ça peut être des plantes, des œuvres d'art, ce que vous voulez. Alors attention, on dose, c'est pas en mettre partout. Ok, mais voilà, des choses qui vous inspirent, qui vous rendent heureuse. Les plantes, ça peut non seulement embellir l'espace, évidemment, ça apporte une petite touche de naturel, de tout ça. Et en plus de ça, ça améliore la qualité de l'air quand vous les prenez, des vraies plantes, pas des plantes artificielles. Renseignez-vous si vous allez dans les magasins de jardinerie, etc. Il y a des plantes qui sont spécialisées, entre guillemets, qu'on s'évertue-là. On appelle ça des plantes dépolluantes. Ok ? Donc vraiment, ils sont là pour améliorer en fait la qualité de l'air. Ensuite, gardez toujours un espace de travail dégagé. Évitez d'être dans un espace encombré. Déjà, de manière générale, c'est très mauvais.
Mais là, d'autant plus parce que vous êtes censé être focus sur vos tâches, ok, sur vos objectifs, sur votre boulot. Donc si vous êtes dans un endroit encombré, votre cerveau va être encombré. En fait, c'est logique. Ok. Voilà. Et ensuite, on va parler ici organisation. Une bonne organisation, c'est la clé pour un espace de travail efficace. Donc, utilisez des organisateurs de bureau. Ok, vous avez genre les petits trucs pour les stylos, pour les post-it. Enfin, je ne peux pas dire post-it parce que c'est une marque, mais les notes adhésives. Voilà, les trombones, enfin ce que vous voulez, les punaises, bref, tout votre matériel si vous en avez besoin. Essayez d'avoir des organisateurs, c'est clair. Vous n'êtes pas là à farfouiller pendant 15 ans pour trouver le trombone que vous avez besoin. Parce qu'il est mélangé avec les punaises, avec les machins, les trucs. Il y a une boîte à trombone, il y a une boîte à machin, une boîte à trucs. C'est carré, c'est net, c'est précis, quoi. Ouais, vous sentez là ma fascination pour l'ordre et la rigueur. Parce que c'est un fait. Mais je me soigne. Hein. Mais non, vraiment, là, pour le boulot, le but, c'est d'aller à l'essentiel directement. Le boulot. On n'est pas là pour perdre du temps à chercher le petit trombone, la petite punaise, le machin. Donc, organisateur de bureau, ça, c'est top. Sinon, vous allez avoir aussi les étagères, ok, les étagères, les porte-revues, ils appellent ça des porte-revues. Typiquement, moi, pour le bureau de ma fille, ma grande, qui est au collège, quand elle est rentrée en 6e, je voulais que ce soit carré. C'est-à-dire, ma préoccupation, c'était vraiment qu'elle se concentre sur son travail et pas sur l'organisation. Bon, je vous reprends, j'ai été interrompue. En clair, voilà, les étagères avec des porte-revues, par exemple, c'est très très pratique pour ranger tout ce qui est porte-revue, les trieurs, voilà, ce genre de choses, les dossiers, etc. Sinon, étagère avec classeur, c'est très bien aussi. Considérez aussi l'utilisation de paniers ou de boîtes pour organiser par exemple tout ce qui est câbles, les petits objets, comme ça que vous pouvez pas ranger directement comme ça dans un tiroir par exemple. Là, ça peut être pas mal. D'ailleurs, pour vos câbles, je vous conseille de mettre des petits scotch de couleur par exemple pour vous repérer. Bon, voilà, moi c'est ce que je fais, je trouve ça vachement pratique. Un tableau blanc si vous êtes plus à écrire et tout ça. Moi, je sais que j'ai pas ça parce que je note tout sur le téléphone ou l'ordinateur. Mais ça peut être pas mal si vous avez besoin de prendre des notes, d'avoir un tableau d'affichage, voilà, ça peut être vachement bien. Pour mettre vos rappels, vos objectifs, etc. Si vous le pouvez, évidemment, si votre espace de travail le permet, ce qui n'est pas mon cas par exemple, mais bon, voilà. Donc maintenant, si votre espace le permet, n'hésitez pas à créer des zones distinctes pour les différentes activités. Par exemple, un coin pour passer vos appels vidéo, voilà, vos Zooms, vos réunions, etc. Un autre pour la rédaction, par exemple, ou la lecture. Un autre, si vous êtes comme moi, vous devez tourner des vidéos ou que ce soit, ça peut être là aussi. Bon, moi, je sais que j'ai pas d'espace pour ça. Hein. J'ai un coin bureau et basta. Parce que j'ai pas l'espace nécessaire pour ça. Mais je pense que si j'avais une pièce entière pour faire mon bureau, oui, clairement, je ferais ce coin-là parce que ça évite de tout ranger à chaque fois et de tout ressortir, en fait. Et ça, c'est vachement pratique. Et puis, ça permet, voilà, de séparer mentalement déjà les différentes tâches aussi et de rester organisé. Ensuite, on va parler de la réduction du bruit. Dans un environnement de télétravail, c'est compliqué, mais il faut vraiment minimiser les distractions sonores. C'est vraiment important. Parce que vous n'avez pas le temps en fait, de perdre du temps, tout simplement. Vous avez des deadlines, j'imagine, vous avez des objectifs, etc. Donc, il faut rester focus. Donc, si vous vivez dans un espace bruyant, par exemple, un peu comme moi, dans un appartement, donc on n'est pas tout seul, on a évidemment nos voisins, et ça, on ne peut rien y faire. Donc essayez, surtout quand c'est pas chez vous, vous n'êtes pas propriétaire, c'est pas évident de faire ça, mais vous pouvez essayer de mettre des rideaux épais par exemple pour camoufler du bruit extérieur si vous n'avez pas un triple vitrage par exemple, pardon. Vous pouvez mettre des panneaux acoustiques, vous pouvez, et moi c'est ce que je fais d'ailleurs, pour rester concentré, c'est tout simplement des écouteurs ou des casques, moi j'ai un casque plutôt, à réduction de bruit. Voilà, comme ça je reste concentré sur ce que je fais et j'entends pas l'extérieur en fait, voilà, tout simplement. Ensuite, je voulais voir avec vous, pour la fin de cette partie-là, le confort et le fait de faire des pauses. Donc vraiment, oubliez vraiment pas de faire des pauses. C'est hyper important. En fait, on a tendance à pas se rendre compte même de l'importance qu'ont les pauses dans notre journée de travail. C'est pas seulement comme ça je vais boire un café. Non, c'est vraiment aménagez-vous un petit espace où vous pouvez vous détendre. Vous étirer, pratiquer, je sais pas, une méditation si vous avez envie, 2-3 trucs de yoga, posture, voilà, c'est mon posture de yoga, etc. Mais
Même si ça peut être lire un livre ou que ce que vous voulez. Bref, vraiment faire une vraie pause où vous changez les idées. Même si ça dure pas des heures. Hein. D'ailleurs, c'est une pause, c'est pas censé durer 15 ans. Hein. Sinon, ça s'appelle un jour de repos. Euh, donc ça peut être aussi simple qu'un tapis de yoga ou un fauteuil confortable à côté de votre bureau. Ok, si vous pouvez pas trop bouger, quoi. Donc voilà, pour terminer cette partie-là, vraiment, voilà, je pense qu'en suivant ces conseils-là, vous pouvez vraiment vous créer un espace de bureau à votre domicile qui non seulement va augmenter votre productivité, parce que ça c'est quand même vachement intéressant, et qui contribue également à votre bien-être global. Ensuite, dans cette, moi je l'ai appelée troisième partie, mais bon bref, dans cette partie-là, on va voir tout ce qui est lié à la gestion du temps et de la productivité. Le télétravail, ça nécessite une gestion du temps efficace. Là où ça va être compliqué, ça va être d'être capable de dire, bon là je suis au boulot, là je suis à la maison. Sachant qu'on est quand même à la maison pour tout en fait, ok ? Donc je voulais voir avec vous comment est-ce qu'on peut structurer, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot, votre journée, définir ses priorités et éviter la procrastination autant que possible. D'ailleurs, j'en ai fait un post sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Donc apprenez aussi à utiliser des outils, des applications, d'ailleurs ça je vais vous en reparler après par la suite, mais c'est ce qu'on va voir là en tout cas, et découvrez aussi comment des pauses planifiées peuvent en réalité augmenter votre productivité. Donc on va commencer par le fait de structurer une journée. Pour une journée de télétravail productive, commencez déjà par établir une routine claire. On ne se lance pas comme ça dans le boulot à l'arrache, en mode on verra bien comment ça va se passer, quoi. On définit des heures de début, des heures de fin de travail. Ok ? On essaye de les respecter autant que possible. Ça aide à séparer le temps de travail du temps personnel et à maintenir un équilibre sain. Ok ? Donc là, moi par exemple, ce que je fais typiquement pour moi, je vous donne voilà, mon exemple à moi. Après, essayez de trouver la vôtre si celle-ci ne vous convient pas, il n'y a pas de souci. Essayez de prendre en fait quelques minutes chaque matin pour planifier votre journée. En fait, en clair, moi, je le faisais cette partie-là, par exemple, de la planification, de la structuration, je le faisais avant le soir. Sauf que des fois, entre le soir et le matin, il y a des imprévus qui se passent, du type l'enfant qui tombe malade, par exemple, hein, au hasard. Un rendez-vous qui finalement est annulé, etc., etc. Donc, je me suis dit, au lieu de me prendre la tête à chaque fois le matin, me dire, ah, bah mince, c'est tout, ça va pas se faire comme je veux et tout, nanana. Bon, je le fais le matin. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Je prends le truc directement là où on en est. Donc, vous prenez quelques minutes chaque matin pour planifier votre journée. Vous écrivez, par exemple, la liste des tâches que vous avez à faire avec les objectifs spécifiques qui vont avec et réalistes. Ok, je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est qu'un objectif SMART. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes épisodes de podcast. Donc, si vous ne voyez pas de quoi ça s'agit, retournez écouter les épisodes parce qu'on en a déjà parlé. Mais voilà, essayez de planifier votre liste de tâches avec des objectifs SMART, c'est hyper important. Ça va vraiment vous donner une vision claire de ce que vous devez accomplir dans la journée et ça vous aide à rester concentré. Parce que voilà, vous passez d'une étape à l'autre, tac, 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 vous enchaînez en fait. Il n'y a pas de ah oui, ma mince, qu'est-ce que je devais faire, je sais plus, ah oui, machin. C'est noté, en fait, il y a juste à suivre. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Et ça, c'est vachement bien. On réfléchit déjà bien assez pour tout un tas de choses. Là, au moins, il n'y a pas besoin de le faire. Et le deuxième point, ça va être de définir vos priorités. Donc, dans la liste des tâches que vous avez faites, identifiez les tâches les plus importantes et les plus urgentes à traiter. Ok ? Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise la méthode Eisenhower. Eisenhower, je sais même pas comment on dit, c'est pas français, ça doit être allemand, je sais pas. En fait, c'est une méthode qui est vraiment, enfin, moi j'adore, pour classer vos tâches par catégorie. Donc, il y a la première. Ça, notez-le, hein, ça, ce que je vais vous dire, notez-le, parce que vous n'allez pas vous en rappeler, à mon avis. C'est quand même bien particulier. Donc, les catégories, c'est urgent et important. Important mais pas urgent. Urgent mais pas important. Ni urgent ni important. Ok ? Et donc ça, vraiment, ça nous aide à rester concentrés sur ce qui compte vraiment. Et ça, en fait, en vrai, vous pouvez le mettre sur n'importe quel domaine de votre vie. Moi, là, je parle pour le boulot, mais ça peut être pour par exemple, si vous faites du sport. Bon, bah, vous avez plusieurs objectifs dans la grosse catégorie sport. Bon, vous pouvez utiliser cette méthode, c'est vachement bien. Sur plein de trucs. En fait, sur vos objectifs, par exemple, vous voulez vous organisez votre propre mariage, ou celui d'amis ou de famille, bref. Vous vous occupez du mariage. Bon, bah, ça vous faites ça, et ça va vous faire gagner énormément de temps. Ok ? Ensuite, comment faire pour éviter la procrastination ? Je vais revenir rapidement là-dessus parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, et
également du coup dans en post sur Instagram. Je commence à fatiguer. Je vais vous parler de deux techniques. Une technique qui s'appelle Pomodoro. Je vous en ai déjà peut-être parlé d'ailleurs dans un épisode. En clair, c'est le fait de travailler pendant 25 minutes. Ensuite, vous faites une pause de 5 minutes. Donc, je sais pas, vous lisez quelques pages de votre livre, vous faites 2-3 postures yoga, vous faites une méditation, tac, 5 minutes. 25, 5. Travaillez pendant 25 minutes, une pause de 5 minutes. Et en fait, ça crée un sentiment d'urgence et ça aide à maintenir la concentration. Parce que le problème, c'est à travailler pendant plusieurs heures d'affilée, on aurait tendance, peut-être pas tout le monde, il y en a qui sont super forts pour rester concentrés très longtemps, mais globalement, l'être humain, il a beaucoup de mal à rester concentré longtemps. Donc là, cette méthode-là, Pomodoro, ça permet de travailler pendant 25 minutes, et donc de rester focus pendant 25 minutes, et d'avoir une pause de 5 minutes pour redescendre et recharger. Ensuite, je vous conseille aussi de diviser les grandes tâches. Quand vous avez des grandes tâches, vraiment qui peuvent paraître vraiment compliquées, écrasantes, etc., vous la coupez en petites étapes, ça sera beaucoup plus gérable. Et vous passez d'une petite étape à une petite étape. Et au final, la grande tâche, elle sera faite. Mais visuellement, psychologiquement, c'est vachement plus agréable de se dire on a plusieurs petites tâches à faire qu'une grosse tâche énorme. Ça rend le travail beaucoup moins intimidant et beaucoup plus réalisable en fait. Ensuite, je vais vous parler rapidement des outils, des applications que moi j'utilise ou qui existent de manière générale. Du moins celles que je connais, que j'ai déjà testées. Pour du coup, vous aider à rester organisé et productif. Donc tout ce qui va être un peu gestionnaire de tâches, on va voir les applications comme Trello, si vous connaissez, Asana, qui est un équivalent aussi, Todoist aussi. C'est des applications qui vous permettent de créer des listes de tâches, en fait, tout simplement, et de définir des échéances. Et ensuite de suivre votre progression. Sinon, vous connaissez mon amour pour le logiciel et l'application Notion. Évidemment, moi, j'ai toute ma vie là-dessus, donc pas compliqué. Quelqu'un de même pirate, il va sur Notion, il connaît toute ma vie. Voilà, c'est pas compliqué. Le pro, le perso, tout. La cuisine, les recettes que je fais aux enfants, tout. Mais au moins, c'est dans un seul truc et j'ai pas besoin de passer d'un truc à un autre tout le temps. Et sinon, j'ai ma fonction rappel sur mon téléphone, tout simplement, où je fais effectivement ma liste de tâches, en fait. Ensuite, on va voir les calendriers numériques. Donc, soit vous avez le bon vieux calendrier à l'ancienne, votre calepin là et vous notez tout ça dedans, ce que j'ai fait pendant des années d'ailleurs avec la marque comment ça s'appelait, Ma Petite Organisation, qui a été créée par Sixtine, qui est super, qui d'ailleurs vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que je l'ai connue de mémoire. Et si vous êtes plutôt format papier, je vous conseille ça. Vraiment, moi, c'est le must que j'ai trouvé parce qu'en fait, justement, l'avantage, c'est que ça centralise tout. Le pro et le perso. Et donc, quand on est comme moi, par exemple, à travailler à la maison, ça nous évite d'avoir un truc pour le perso, un truc pour le boulot, un truc pour les loisirs, le machin. Non, moi j'ai tout dedans, j'étais tranquille, il y a même les tâches ménagères, il y a tout. Vraiment, c'est bien. Après, avec le temps, je vous avoue que j'ai fini par délaisser parce que déjà, il faut pouvoir sortir les sous pour le payer, même s'il est super. Donc il vaut largement son prix, c'est pas je critique absolument pas le coût de cet outil qui est formidable. Et puis en plus c'est une petite entreprise, donc ce qui est tout à fait normal, petite productrice, petite créatrice, pardon. Donc c'est, en fait, il n'est pas cher, il n'est pas dans mes moyens. C'est la grosse différence. Ok. Donc bref, revenons à nos moutons. Pour tout ce qui va être calendrier, par contre, moi ce que je peux vous parler, et que du coup j'utilise aujourd'hui, c'est tout ce qui va être calendrier numérique, donc sur téléphone, ordinateur, etc. Donc moi j'utilise le Google Calendar, donc l'agenda de Google tout simplement pour parler français. Sinon vous avez Outlook aussi qui est connu. Ça c'est des excellents moyens pour planifier vos journées, fixer des rappels et rester organisé et carré. Pareil, organiser vos réunions, etc. Surtout moi je connais principalement le calendrier de Google, donc Google Calendar, parce que il est vraiment bien parce que moi j'ai pas trop lieu de créer des réunions, etc. Je passe pas par ce biais-là, mais pour faire mes rendez-vous, etc. Mais il est pas mal. Je sais qu'il est assez complet, puis c'est Google, donc généralement on a d'autres outils Google autour. Ça permet de rester sur la même chose aussi et que les choses se suivent un petit peu, quoi. Ensuite, sur ce que je vous conseille, vraiment, pour l'avoir testé, ça change de vie, c'est des applications de concentration. Aujourd'hui, avec toutes les notifications qu'on a des réseaux sociaux, de ta mère qui t'envoie 15 messages à la seconde, de ta mamie qui ceci, qui cela, qui t'appelle parce qu'elle sait plus où est l'émission, truc et machin, et truc, ton mari qui te demande où est-ce que se trouvent les draps, etc., alors qu'il habite dans la même maison que toi, tu vois bien. Ça c'est vraiment un truc qui te sauve la vie pour rester focus sur ton boulot.
Moi, celle que j'ai, c'est Forest Grow. En plus, bon, vous allez chercher par vous-même sur votre App Store ou je sais pas comment ça s'appelle, mais il est bien parce que du coup, il y a un côté écolo derrière, donc je vous laisse chercher, mais il est pas mal. Sinon, il y a Focus @will, mais là c'est en anglais, donc bon, faut un petit peu, voilà, pas être bilingue, mais bon, faut quand même comprendre l'anglais. Donc moi j'aime, il y a pas le, voilà, moi je préfère le côté écolo aussi de Forest Grow, donc c'est un peu comme Ecosia quand vous faites une recherche, c'est un moteur de recherche. Vous faites une recherche, vous aidez à planter des arbres, etc. Donc bon, il y a un côté un peu sympa. Ensuite, on va parler des pauses planifiées. Les pauses planifiées, les pauses tout court d'ailleurs, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est hyper important en fait. Vraiment pour éviter l'épuisement et pour du coup permettre de continuer d'être productive. Parce que le but c'est quand même d'aller au bout de sa tâche. Donc on va avoir ce qu'on appelle les pauses actives. Donc vous pouvez intégrer des pauses courtes, comme on le disait, 5 minutes, etc. Ou ça peut être plus, pour vous étirer, pour marcher un petit peu, pour pratiquer une activité relaxante aussi si vous préférez. Ça permet de recharger vraiment vos batteries mentales surtout. Okay, et puis bon, le problème c'est que c'est vrai qu'on va pas se mentir, quand on fait des boulots comme ça, on est sédentaire. On travaille pas dans les champs, quoi. Je veux dire, on n'est pas, vous voyez. Donc bon, faut quand même se bouger un petit peu pour rester en bonne santé quand même. Ensuite, déconnexion, j'ai appelé ça. Utilisez vos pauses pour vous éloigner complètement de votre espace de travail. Donc évitez de consulter vos emails, c'est une pause, ok. En tout cas, pas vos emails pro. Ou de penser au travail pendant ces moments-là. Si vous allez boire un café avec une copine pendant 30 minutes, je sais pas, un quart d'heure, vous parlez pas de boulot, ok, parce que c'est une pause. Vous n'êtes pas au boulot, etc., etc. Et enfin, les loisirs créatifs, engagez-vous si vous pouvez dans une activité qui n'est pas liée au travail, mais qui vous passionne. Ok, même si c'est que quelques minutes. Ça peut par exemple être la lecture, ça peut être du dessin, ça peut même être de la méditation si c'est votre truc. Ce que vous voulez, mais avec un petit côté créatif, c'est pas mal aussi. Ok, ça stimule d'autres zones. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça va stimuler certaines zones de votre cerveau qui seront pas forcément stimulées à d'autres moments de la journée sinon. Donc voilà, pour conclure pour cette partie-là de l'épisode, je dirais que en structurant efficacement votre journée, c'est hyper important parce que ça vous allez définir vos priorités de façon claire, en utilisant du coup des outils pour gérer votre temps et en prenant des pauses régulières et réfléchies. Vous pourrez vraiment améliorer votre productivité au travail, en télétravail en fait. Ok ? Et puis rappelez-vous que l'équilibre, c'est la clé. Qu'en prenant soin de vous, que prendre soin de vous, c'est aussi important que de remplir votre liste de tâches. Ok ? Et que d'ailleurs, vous ne pourrez pas faire cette deuxième étape si vous ne prenez pas soin de vous. Dans cette quatrième partie, on va parler bien-être et santé mentale. Vous savez que c'est un sujet qui me plaît quand même beaucoup, sinon je ne ferais pas ce métier-là. Prendre soin de soi, c'est vraiment crucial. Surtout en télétravail, puisqu'on est tout seul. Donc il n'y a personne qui va nous y faire penser si on n'y pense pas par nous-mêmes. Donc on va parler de l'importance de la santé mentale et du bien-être et de la manière de les intégrer dans notre routine quotidienne. On va voir rapidement quelques techniques de relaxation, des exercices de pleine conscience, des conseils pour maintenir en activité physique régulière. Tout ça, on va aborder ça rapidement. Et puis on va discuter de l'importance de se déconnecter, surtout de son travail pour maintenir un équilibre sain. Donc je vais évoquer ces différentes techniques de relaxation assez rapidement puisque j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. On va avoir la respiration profonde. Okay, donc je ne vais pas détailler le comment ça fonctionne, etc. J'en ai déjà parlé. La méditation guidée et par exemple le yoga ou les étirements, par exemple. Ensuite, on va voir les exercices de pleine conscience. En fait, c'est quoi la pleine conscience ? Tout simplement, pour faire très simple, souvent on a l'impression que c'est un truc hyper holistique, il faut être hyper bon en méditation, sinon on peut pas faire ça. Pas du tout. En fait, non. La pleine conscience, c'est simplement prendre conscience, être ancré dans le présent. Et d'ailleurs, ça permet vachement de réduire l'anxiété, puisqu'on n'est pas en train de se focaliser sur ce qui est passé, parce que c'est fini, c'est passé. Donc ça sert à rien de revenir dessus, on peut pas y toucher, c'est fini. Et on n'est pas encore dans le futur. Donc ça sert à rien de stresser pour quelque chose qui est même pas encore arrivé et dont on a encore la possibilité d'agir. Ok ? Donc la pleine conscience, c'est ça, c'est vraiment rester concentré, ancré, c'est même le meilleur mot je trouve, dans le moment présent en fait.
Donc l'idéal, c'est de s'entraîner en fait. Par exemple, c'est tout simple. Il n'y a pas besoin d'avoir une posture particulière ou que ce soit. C'est tout simplement que ce soit en mangeant, en marchant, même en prenant votre douche, en faisant la vaisselle, bref, les choses du quotidien en fait. C'est tout simplement en étant vraiment présente dans ce que vous faites. Ok, sans vous laisser distraire par d'autres pensées. Et la difficulté, elle va plus être là. Si vous êtes comme moi, il y a je sais pas combien de pensées à la seconde qui passent dedans. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à trouver le sommeil, c'est parce que je cogite tout le temps à comment ça va se passer demain, qu'est-ce que je vais faire, faut pas que j'oublie de faire ça. Voilà. Mais la pleine conscience, ça m'aide vraiment à revenir, à me recentrer sur là, maintenant, tout de suite. Pas demain, pas là, maintenant. Ok ? Ensuite, on va avoir le journal de gratitude. Ça, vous savez, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Alors là, depuis que j'ai déménagé, je vous avoue que je l'ai égaré dans un des cartons, je l'ai pas retrouvé. Donc je le fais pas. Mais je tiens un journal sur le téléphone, une sorte de journal intime, parce que je suis chez iPhone, pour ne pas citer de marque, tant qu'à faire. Donc chez Apple, du coup, sur iPhone, ils ont maintenant sorti l'application Journal, d'ailleurs, ça s'appelle. Et donc c'est l'équivalent d'un journal intime, et c'est vachement bien pour laisser une trace de nos pensées, de nos journées, etc. Et donc du coup, j'en profite pour noter aussi ma gratitude ou mes gratitudes du jour. Et donc là, si vous avez la possibilité de le faire, je vous le conseille en tout cas de prendre le temps de le faire. Ça prend moi, ça me prend, je sais même pas si ça me prend 2 minutes dans ma journée. Donc si on attend de regarder un épisode sur Netflix ou je ne sais où, on a le temps de faire ça. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Vraiment tenir un journal de gratitude, c'est quelque part vous allez noter les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante chaque jour. Ça peut être, ça permet en fait de cultiver une attitude positive, ok, de voir plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. De reconnaître les aspects positifs de votre vie, même dans les moments difficiles, parce qu'en fait, c'est comme les gens qui me disent, ouais, mais tu comprends, moi en ce moment, ouais, mais je suis pas heureux et tout, parce que y a ça dans ma vie. Ah ouais, mais en fait, du coup, tu vas jamais être heureux dans ta vie, en fait. Enfin, c'est pas pour être négative, mais en fait, tout le monde a des problèmes, genre tout le temps, tout le monde. Dans toute la vie, c'est ça. La vie, c'est qu'une succession de bien et de moins que bien, en fait, d'épreuves et de moments cool et c'est ça la vie, en fait. On n'est pas dans le pays des bisounours. Ok, donc être capable de faire preuve de gratitude, c'est ça. C'est pas se dire, ouais, mais non, tu vois, moi j'ai rien dans ma vie parce que du coup, je peux pas avoir de gratitude parce qu'il y a ça qui m'est arrivé. Oui, d'accord, mais il y a forcément du positif. Ok, quand t'as une journée de merde parce que t'as été viré, par exemple, ou que t'as tel ou tel proche qui est décédé, à côté de ça, tu peux aussi être capable de trouver de la gratitude. Par exemple, oui, la personne est décédée, oui, tu tenais à elle et c'est dur, parce que tu vas devoir apprendre à vivre sans cette personne. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Quand quelqu'un décède, c'est pas la personne, elle est morte, elle est morte. Ça fait partie de la vie, ok, il y a un début, un milieu, une fin. Ça, c'est comme disait Mufasa dans Le Roi Lion, c'est le cycle de la vie. Bon, le problème, et c'est pour ça qu'en fait on est triste, c'est le manque. Okay, on ne sait pas gérer le manque, on ne nous apprend pas ça à l'école. Évidemment, on préfère apprendre le théorème de Pythagore. Autant vous dire, on peut pas être partout, l'éducation nationale. Bref. Mais quel est le positif derrière tout ça ? Le positif, c'est que tu ressens des émotions. C'est vachement bien, il y en a qui sont quasi morts de l'intérieur. Il y a des gens vraiment pour qui c'est compliqué de ressentir des émotions. Donc, reconnais que là, c'est bien. Tu es capable de ressentir l'émotion. Et si tu ressens de la tristesse, c'est parce que tu aimais cette personne. Donc c'est positif, tu es capable d'aimer. Et puis c'est positif parce que tu as encore des souvenirs de cette personne-là. Tu as passé des bons moments avec cette personne-là, etc. Vous voyez, il y a du positif. En fait, c'est juste qu'on n'est pas habitué à chercher, à le voir. Ok ? Notre cerveau humain est prédisposé pour voir le négatif. Donc ça demande un petit effort que de voir le positif. Surtout quand on est dans la souffrance, dans la douleur, etc. Là, c'est encore plus compliqué. J'essaie de revenir à mes pensées. Oui, donc voilà, je termine cet aspect gratitude par ça. Ensuite, l'importance d'avoir une activité physique régulière. Alors, quand je parle d'activité physique régulière, je parle de routine d'exercice. C'est-à-dire, essayez de vous créer une routine d'exercice régulière et adaptée à votre emploi du temps. Évidemment que si vous bossez énormément, que vous avez énormément... si vous avez ma vie, très clairement, je suis partout sur tous les fronts, il faut que je gère tout, la maison, les enfants, les papiers, les animaux, les prises de rendez-vous, bref, tout, mon travail, voilà, tout. En fait, tout, sauf ce qui concerne mon mari. Voilà, parce que j'ai décidé de ne pas le faire, parce que sinon, je n'étais pas couché. Donc si vous êtes comme moi, vous allez vous dire, mais attends, mais Julie, j'aurai jamais le temps d'aller à la salle de sport. J'ai jamais le temps de faire du crossfit ou du machin. J'ai pas le temps. Ah, oui, mais c'est pas ça que je vous dis, moi. C'est en fonction de votre emploi du temps, essayez de caser un moment où vous bougez les fesses.
Ça peut être des trucs très simples, hein. Une promenade rapide. C'est-à-dire que c'est pas la promenade, on regarde les mouches voler, quoi. C'est on marche vite. Parce que du coup, ça stimule votre rythme cardiaque. C'est du cardio, hein, la marche rapide. Donc vous faites du sport quand vous marchez rapidement, ok? Du footing. Si vous kiffez, vous adorez courir, faites du footing. Prenez votre vélo, faites du vélo. Alors pas là, pareil, hein, c'est comme la course, hein. Comme la marche, pardon. Hein, c'est pas on fait une petite balade tranquille. Et puis je parle pas du vélo électrique, hein. Ça c'est de la triche. Ok, on parle du vélo, le vrai vélo, quoi. Vous prenez votre vélo, VTT, n'importe ce que vous voulez, vous y allez. Et en même temps, profitez-en si vous voulez pour aller prendre le pain ou faire 2-3 courses, et hop, et vous revenez en vélo. Mais au moins vous avez bougé, ok? Ou ça peut être, si vous avez le temps, selon votre emploi du temps, effectivement, vous inscrire à un cours de sport, soit en collectif, soit à domicile, soit tout seul. Voilà, vous allez à la salle de sport pour ne pas souhaiter de marque, Basic Fit, tout ce genre de choses. Vous faites votre petite séance de sport, vous faites 2 heures de sport, bim. Je conçois que du coup, 2 heures de sport, c'est pas évident à caler dans une semaine. Mais il y en a qui ont un peu plus de dispo que d'autres, donc si c'est possible, faites-le. Et si c'est pas possible, vous faites autrement. Ok ? L'objectif, c'est simplement de rester actif et de libérer des endorphines qui, je le rappelle, sont les hormones du bien-être. Parce que je le rappelle, l'être humain est fait pour bouger. Pourquoi on a mal au dos? Les 3 quarts, hein. Bien sûr, je parle pas de mes problèmes de dos à moi, parce que moi, c'est physiologique. En fait, ma colonne n'est pas droite, donc j'aurai toujours des problèmes. Mais je veux dire, quand globalement tout va bien, pourquoi est-ce qu'on a mal au dos? Pourquoi on a des rhumatismes? En fait, on se bouge pas le cul. Je vais être très cash, hein. On ne se bouge pas le cul. Donc oui, on a mal au dos. Bah oui, on reste assis à regarder Netflix. On mange. Alors je sais bien que l'hiver, on doit faire du gras, mais enfin là, faut pas déconner. Ok, donc on se bouge. On fait une petite marche. On monte 2-3 fois les escaliers dans la journée. Bim, on prend le chien, on le sort. Moi, je le sors 4 fois avec le chien. 4 fois dans la journée. Alors je pars pas des heures. Mais je fais une petite balade d'au moins 10-15 minutes. 4 fois par jour. Et pendant ce temps-là, bon, évidemment, hein, autant vous dire que ça cogite là-dedans. Je sais que après, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais j'enchaîne et je bouge. J'ai encore été coupée. Et oui, ça c'est vu ma vie d'entrepreneur et de maman en même temps. Parce que c'est mieux de faire les deux. On va pas trop s'ennuyer, vous comprenez. Deuxième point concernant l'activité physique, c'est les activités de plein air. Si possible, essayez d'intégrer vos activités physiques dehors. Pourquoi ? Parce que la lumière naturelle et l'air frais, c'est vraiment hyper important pour votre santé. Malgré que vous aériez, que voici cela, nos intérieurs sont quand même pollués, même si on fait attention, même si voilà, il n'y a pas de souci. Même si l'idéal, c'est quand même d'aérer régulièrement. Une bonne heure par jour, c'est pas mal, mais bon. Toujours est-il que voilà. Et puis voilà, quand on est à la maison, on n'a pas la lumière naturelle. Donc c'est pas mal de sortir, ne serait-ce qu'une fois par jour, faire une petite marche, un petit footing, bref, ce que vous voulez, ce que je viens d'évoquer précédemment, mais essayez d'aller dehors. Ok ? Ensuite, on va parler de déconnexion du travail. Alors ça, les amis, c'est quelque chose que j'ai plus qu'expérimenté, puisque mes enfants étaient quand même rendus à me demander de laisser mon téléphone quand j'étais avec eux, parce que j'étais tellement omnibilée par mon travail, et tellement je voulais bien faire, et lésait personne, que du coup, je répondais à mes messages privés, Instagram par exemple, etc., à 21h le soir, quoi. Donc moi, j'avais aucune coupure. Le pro, le perso, tout était mélangé, j'avais pas de cadre, et je voulais juste bien faire, hein. Donc c'est pas... Voilà. C'est absolument pas contre ma famille ou quoi que ce soit, mais toujours est-il que dans les faits, j'étais moins présente forcément, puisque j'étais concentrée sur mon travail. Donc heureusement, j'en ai pris conscience grâce à mes enfants. Et j'ai retravaillé tout ça pour avoir des vraies heures. Voilà, justement, c'est de ça que je voulais parler. Avoir des heures de travail définies. Donc établissez des heures de travail claires et essayez de vous y tenir. Ok, si vous mettez ça sur le papier, mais qu'à côté de ça, vous faites n'importe quoi et que vous ne vous tenez pas à vos horaires, ça sert à rien. Ok ? Donc, une fois que votre journée de travail est terminée, vous éteignez l'ordi, vous mettez de côté tout ce qui est lié au travail. Si vous avez un téléphone pro, vous avez de la chance, parce que moi, je vous avoue que j'ai un seul téléphone et c'est pas toujours pratique de couper. Du coup, des fois, on a des notifications, des trucs comme ça. On se dit, c'est la famille. Non, c'est le boulot. Bon, c'est moins pratique. Mais bon, ça se fait, hein, puisque j'y arrive, mais bon. C'est sûr que c'est un peu moins pratique. Donc, vous coupez tout ce qui est lié au travail. Ok ? Ensuite, activité de détente. Essayez de vous engager dans des activités qui vous détendent et qui vous éloignent du travail. Je sais pas, moi, ça peut être la lecture, ça peut être quelque chose qui est lié à l'art. Je peux aller faire des musées, ce que vous voulez, faire des cours de peinture, bref. De la cuisine, ou tout simplement passer du temps de qualité, je précise. Parce que c'est pas le tout de dire, de 8h à machin, j'étais avec votre famille ou vos amis. Mais il faut être vraiment présent, en pleine conscience. Ok, comme on l'a évoqué avant, c'est ça en fait, hein, tout simplement. Les week-ends et les vacances.
Alors, si vous avez de la chance d'en avoir, ce qui n'est pas mon cas depuis des années, ça fait 8 ans que j'ai pas pris de vacances, mais profitez pleinement de vos week-ends et de vos vacances pour vous reposer et vous ressourcer. Parce qu'en fait, c'est un peu le concept des week-ends et des vacances, en fait, de base. C'est pas de revenir au boulot encore plus fatigué que ce qu'on était avant de partir. Ok ? Même si on a passé des très bons moments. Mais il faut quand même se ressourcer et récupérer. Donc évitez de consulter vos emails pro, en tout cas, ou de travailler pendant ces périodes-là. Ok ? Ça va vraiment vous aider à revenir au travail avec plus d'énergie, plus de motivation, peut-être même plus d'inspiration pour les créateurs et les créatrices de contenu comme moi et les entrepreneurs comme moi. Donc voilà, donc pour conclure un peu cette partie-là, et je vais me dépêcher parce que donc, être interrompu, c'est pas facile de revenir. En intégrant du coup ces pratiques-là, voilà, ils sont en train de s'énerver à côté, de relaxation, de pleine conscience d'activité physique, et en apprenant surtout à se déconnecter du travail, vous pouvez vraiment améliorer votre bien-être mental et physique. Et ça va vous permettre non seulement d'être plus productive, ça on aime, donc dans votre travail, mais aussi de profiter pleinement de votre vie personnelle. Parce que quand vous savez que ça se passe bien au boulot, vous profitez mieux à la maison. Quand vous savez que ça se passe bien à la maison, vous êtes plus serein, plus sereine pour travailler. Rappelez-vous bien que prendre soin de soi, c'est pas un luxe, ok ? C'est pas une chance, ok ? C'est vraiment une nécessité pour une vie équilibrée et épanouissante. Ça marche d'ailleurs dans tous les domaines. Hein. Là, on parle boulot, mais en fait, ça marche dans tout. 5e partie, et je pense que c'est la dernière, on verra bien ce qui me vient en tête, c'est de construire et de maintenir des réseaux professionnels. Quand on travaille à distance, on aurait tendance à penser qu'on va être isolé. C'est complètement faux. D'ailleurs, c'est souvent ceux qui ne travaillent pas à distance, qui ne travaillent pas chez eux, qui auraient tendance à penser que travailler à la maison, c'est être isolé. Eh bien non, je vous le dis les amis, ce n'est pas le cas. J'ai une vie sociale qui va très bien, et pourtant je ne vois personne de la journée, entre guillemets. Sur le plan physique, je vois principalement mes proches. Je ne suis pas pour autant isolé. Donc on va explorer les stratégies pour construire et maintenir des réseaux professionnels en ligne. Comment est-ce qu'on peut rester connecté avec nos collègues quand on a une boîte, une entreprise fixe et qu'on bosse en télétravail à la maison ? Comment est-ce qu'on peut développer notre réseau et saisir les opportunités de carrière, même à distance ? C'est ce qu'on va partager, c'est ce qu'on va voir ensemble, avec des astuces pour les réunions virtuelles efficaces, des événements de réseautage en ligne, l'utilisation des médias sociaux pour le développement professionnel, lapsus. C'est parti. Donc, premièrement, comment rester connecté avec ses collègues ? Déjà, je vous conseille vivement de faire des réunions régulières. Ok, donc même vous n'êtes pas au bureau, c'est pas grave. Le bureau vient à vous, c'est pas un souci. Organisez des réunions régulières avec votre équipe pour rester à jour sur les projets en cours déjà. Ok, c'est important de se maintenir au courant. Et pour maintenir le lien social, c'est hyper important. Ces réunions, elles peuvent être formelles ou informelles, ok. Ça peut être par exemple des trucs formels comme des séances de brainstorming, etc. On parle vraiment de boulot, etc. Et ça peut être plutôt informel avec par exemple des pauses café virtuelles, ok. Ensuite, les outils de communication que moi en tout cas j'ai déjà utilisé et que j'utilise, que je peux vous conseiller, ça va être Slack, ça va être Microsoft Teams et Zoom, principalement, surtout Zoom que j'ai le plus utilisé et que j'utilise le plus encore aujourd'hui pour tout ce qui va être webinaire, etc. Donc voilà, ces plateformes, ça permet vraiment de créer des espaces de discussion, ça peut être thématique ou pas, pour favoriser tout ce qui va être interaction professionnelle. Ensuite, développer votre réseau. On va avoir les événements de réseautage en ligne. Donc vous pouvez participer à des webinaires, à des conférences en ligne, à des événements de réseautage virtuels. Ces événements, c'est évidemment des excellentes occasions de rencontrer des professionnels de votre secteur, de votre niche, etc. Mais aussi d'élargir votre réseau. Parce que du coup, vous allez faire des rencontres, évidemment. Même si c'est pas physique, profitez-en pour attraper quelques contacts, etc. Et après, reprendre contact, c'est le cas de le dire, pour parler business, etc. avec ces gens-là. Et vous avez également les groupes professionnels. Donc vous pouvez rejoindre des groupes comme LinkedIn, ou LinkedIn, comme on dit en français. Je n'ai pas l'habitude de l'entendre comme ça, donc je fais un effort. Ou il y a d'autres plateformes spécialisées, mais c'est la plus connue en tout cas, LinkedIn. Et vous pouvez participer du coup activement aux discussions, partager vos connaissances, etc. pour vous faire remarquer. Okay, donc évidemment, on détruit le syndrome de l'imposteur, on est capable, c'est pas de la chance, c'est juste du travail. Ok ? Donc vous y allez, vous êtes capable. Et ensuite, on va avoir l'utilisation des médias sociaux.
Ok, donc ça c'est hyper important. Et surtout que c'est pas moi qui vous dire le contraire, puisque c'est principalement comme ça que j'échange avec vous et avec avec mes clientes ou même des collègues à côté. Mettez régulièrement à jour votre profil sur LinkedIn. Ok. Partagez vos réalisations, écrivez des articles sur votre domaine d'expertise par exemple. Même si vous cherchez pas de boulot, souvent les gens pensent que c'est pour chercher du boulot. On va là-dessus sur ce réseau social-là pour trouver du boulot. En fait, pas du tout. On reste en contact avec d'autres professionnels aussi, parfois. Et principalement d'ailleurs. Et du coup, n'hésitez pas à interagir avec les publications des autres professionnels. Ok ? Ça peut augmenter votre visibilité déjà et attirer des opportunités de carrière derrière. Ok ? Je connais des personnes qui ont trouvé des clients, des clientes grâce à ça. Donc, faut pas hésiter à y aller. Et enfin, on va voir Twitter, moi je déteste, mais bon, j'ai pas moi qui vais vous faire la vente. Enfin, X, maintenant on appelle ça. Mais voilà, vous avez plusieurs autres plateformes comme Instagram, évidemment, Facebook, etc. pour partager des aspects de votre vie professionnelle et établir une marque personnelle. Ce qui est mon cas, si vous allez sur Instagram et vous tapez The Cocoon Harmony, là c'est mon compte professionnel. Je parle très rarement de ma vie privée dessus. Ok. Je parle uniquement business et développement personnel, coach de vie, etc. Ok. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Si, je voulais vous parler des réunions virtuelles efficaces. Évidemment, préparation. Donc, c'est-à-dire qu'on prépare l'ordre du jour à l'avance. On se prend pas la réunion virtuelle tranquillou avec des tongs et un short. Ok. On partage du coup tout ça avec les participants. Et ça va vraiment aider à garder la réunion ciblée et productive. Encouragez aussi la participation active en posant des questions. Ok, on essaie de favoriser l'engagement. Donc, en posant des questions, en sollicitant des retours. Ok. Utilisez des outils comme les sondages, par exemple, les sessions de brainstorming, pour prendre les réunions un peu plus interactives, on va dire. Et puis après la réunion, c'est important, je trouve, de faire un suivi. Donc, envoyez un résumé des points clés et des actions à entreprendre, à vos collègues, etc., aux personnes avec qui vous bossez, même à vos clients, moi c'est ce que je fais par exemple. Faire ça assure que tout le monde en fait est sur la même longueur d'onde et que les tâches sont clairement définies. Donc en conclusion, je dirais qu'en adoptant des stratégies, en tout cas celles que je viens de vous présenter là, vous pouvez vraiment construire et maintenir un réseau professionnel solide, même en restant à distance. Même en bossant toute seule, à la maison, même sans être rattachée à une boîte. C'est mon cas, je bosse pour moi, par moi-même, et voilà, donc j'ai pas de collègues à proprement parler. Mais ça m'empêche pas de réseauter avec d'autres professionnels, qui soient ou non d'ailleurs du même métier, du même bord que moi, on va dire, professionnel. Ça va vous aider non seulement à rester connecté avec vos collègues, mais aussi à saisir des nouvelles opportunités de carrière, par exemple, et à continuer à vous développer professionnellement. Donc voilà les amis, l'épisode touche à sa fin. Je vous avoue que je suis fatiguée parce que j'ai dû pas mal m'arrêter, reprendre, etc. avec les enfants. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, ce qui paraît quand on est maman et qu'on bosse en plus le week-end. Ce qui est mon cas aujourd'hui. Donc en tout cas voilà, merci d'avoir écouté cet épisode aujourd'hui. Il était un peu plus long que d'habitude. J'espère qu'en tout cas ces conseils vont vous aider à naviguer dans le monde du télétravail, en tout cas avec confiance, avec efficacité et productivité. C'est un peu le thème. En tout cas, rappelez-vous que trouver l'équilibre entre le travail et la vie perso, c'est hyper important, c'est essentiel. Et prendre soin de vous, ça doit toujours être la priorité. Ok ? Parce que dans quelques années, ce qui va vous rester, c'est votre santé, c'est votre mindset, etc. C'est pas le nombre d'heures que vous avez récolté et que vous avez... ok ? C'est pas ça qui va vous rester. Donc voilà les amis. N'hésitez pas à partager cet épisode avec d'autres femmes qui pourraient bénéficier de ces conseils. Rejoignez-moi la semaine prochaine pour un autre sujet. Je n'ai pas encore réfléchi le pourquoi du comment, mais il y aura autre chose. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à noter l'épisode sur la plateforme de votre choix. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Hasta pronto. Bye.